Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Vous êtes bel et bien sur la chaîne Cara Architecte dans la magie de l'espace en architecture. Ici, nous sommes à la quête de la vérité profonde, nous sommes à la quête du savoir. Je suis Karine Sambo, je suis architecte, je suis présentatrice de l'émission La magie de l'espace en architecture. Aujourd'hui, nous allons mettre les pieds dans le plat autour d'un sujet très délicat. Alors, je suis pas seule sur le plateau. Je suis avec un professionnel, un docteur en architecture. Bonjour, professeur. Bonjour, Karine. Bienvenue dans la magie de l'espace en architecture. Merci. Alors, avant de mettre les pieds dans le plat, pourriez-vous vous présenter? Oui, Karine. Je m'appelle Victor Baïmoukania Kaembe. Je suis congolais de père et de mère. Je suis architecte, docteur en architecture, professeur en architecture à l'école d'architecture de Kinshasa, autrement appelée ISAU, et avec quelques petites expériences sur les questions de durabilité et d'histoire d'architecture, même d'architecture tropicale. J'exerce et je participe à plusieurs conférences nationales comme internationales. Et qu'est-ce qui vous a inspiré à faire l'architecture? L'architecture comme inspiration, en fait, personnelle, n'est pas venue au départ parce que je n'imaginais pas être architecte, je pensais être médecin. Mais alors, c'est vraiment une petite coïncidence parce que là où j'étudiais, il y avait la biochimie, je pense, en supérieur. Mais mon père m'a inscrit dans une autre école, là où on fait de la technique. Finalement, j'ai pris de la passion pour le dessin industriel. Et après le dessin industriel, je cherchais comment faire la construction des bâtiments. C'est là que, en me promenant à Kinshasa, je suis tombé sur l'ancienne IBTP, aujourd'hui ISAU, là où j'ai fait mes études. Après cela, j'ai poursuivi mes études à l'université de Venise, où j'ai obtenu mon doctorat en architecture et composition. C'était pas l'inspiration des parents parce que la plupart... Non. Mon père, il est très loin d'être architecte, Ok. c'est vrai. Mais quand même, dans la famille, il y a des constructeurs qui m'ont beaucoup inspiré. Et je pense à M. Jean-Baptiste Congolo, qui est d'ailleurs l'un de mes parrains et parents dans ce monde d'architecture. Alors, avant de passer au sujet, à l'essentiel, j'aimerais vous poser une question. Est-il indispensable pour un architecte d'être anthropologue ou archéologue? Indispensable, je disais tout à l'heure que c'est pas absolument ce qu'il faudrait dire, mais je pense que dans la pratique de l'architecture, il y a besoin de connaître la sociologie, il y a besoin de connaître les pratiques et les us des humains, et surtout que l'architecture se base sur l'homme comme élément principal de composition. Il est absolument nécessaire pour l'architecte d'avoir un brin, un peu d'ADN d'anthropologue et de sociologue. L'architecture du patrimoine semble être floue. Donc, ça a fait son apparition, je pense, après la Révolution française. Alors, comment définiriez-vous l'architecture du patrimoine, selon vous? Alors, c'est assez compliqué de parler d'architecture du patrimoine. On pourrait peut-être parler d'abord du patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait très bien que le patrimoine est un legs, quelque chose qu'on laisse. Et cette chose qu'on laisse dans le contexte de l'architecture serait l'architecture qu'on lègue ou qu'on laisse à une civilisation ou à une descendance. Finalement, l'architecture du patrimoine serait pour moi un ensemble de bâtiments, de constructions ou d'espaces aménagés qui constituent une valeur culturelle, une valeur historique et qui donnent de l'importance à une société par son expression culturelle, esthétique, plastique et autres. Donc l'architecture du patrimoine, pour moi, c'est vraiment cet héritage qui est légué à un peuple ou à une nation à travers le bâtiment. Alors, quelles en sont les caractéristiques? Il est très compliqué de parler des caractéristiques de l'architecture du patrimoine parce que c'est un legs. Mais généralement, quand on parle du patrimoine, on associe principalement l'histoire du lieu, on associe la culture du lieu, on associe l'environnement du lieu et on associe aussi les pratiques du lieu. Ça veut donc dire que les caractéristiques seront premièrement à associer à ce patrimoine les habitudes locales ou les signes et les symboles du lieu, à mettre dans cette architecture
comme j'énonçais tout à l'heure les pratiques, comment est-ce que les gens vivent dans une maison, par exemple, selon un lieu spécifique, et de définir aussi les caractéristiques de matériaux utilisés, qui sont presque toujours au mieux les matériaux locaux trouvés sur place, dans les techniques constructives du lieu, telles que la tradition l'a toujours appliqué. Alors, il existe des exemples les plus marquants de l'architecture du patrimoine dans notre société. Alors, dans notre société, c'est vrai, Karine, je vous avais demandé de ne pas poser de questions difficiles. Il y a quelques exemples qui existent, mais je dirais spécifiquement que pour la société congolaise, en prenant le patrimoine historique, il est assez difficile de trouver des traces. Cependant, il y a des très belles architectures. Par exemple, dans l'architecture Kuba, on va trouver certaines traces, et chez les Congos, on va également trouver certaines traces. L'architecture sera associée comme ça à de l'art. Mais plus on évolue dans les époques et dans les années, on peut trouver des bâtiments qui peuvent faire partie du patrimoine, entre autres les bâtiments qui viennent en période précoloniale, en période coloniale et même dans la période moderne. On a par exemple la petite chapelle Sims, qui est l'une des premières chapelles chrétiennes construites ici au Congo. À part ça, il y a des bâtiments qui vont refléter une époque, l'époque moderne par exemple. Et vous avez des bâtiments comme le Forescom, qui sera l'un des premiers bâtiments les plus hauts d'Afrique, ce pays qui a 11 étages à peu près, déjà autour de 1940 il est construit. Et vous avez plusieurs bâtiments comme ça sur le long du boulevard qui expriment ce patrimoine architectural. Vous avez par exemple la gare centrale de Kinshasa, vous avez le bâtiment de Sozacom un peu plus après, autour des années 79 et 80. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments emblématiques en fait, qui pourraient faire partie du patrimoine. Vous avez le musée... Mais qui ne sont pas déclarés comme patrimoine. Qui ne sont pas encore déclarés patrimoine. Et pourquoi? Alors, pour déclarer patrimoine, c'est tout un processus, un grand processus. Ce processus, parce qu'on nous parlait de la charte d'Athènes, oui, il y a la charte de Venise. Venise. En fait, la charte d'Athènes, la charte de Venise, ces deux chartes donnent des orientations pour qu'un bâtiment soit catégorisé universel. Oui, patrimoine. Et dans le cas de notre pays, on pourrait parler des bâtiments emblématiques plutôt. Et ces bâtiments emblématiques devraient obtenir un caractère patrimonial si on constate qu'on les respecte d'abord selon leur utilisation, s'ils reprennent un langage approprié au lieu aussi, etc. Et nous avons comme ça des bâtiments tels que je citais tout à l'heure, le Sozacom et autres, qui ont des traits et des traces de l'histoire et de la culture qui n'apparaissent pas évidemment, qui devraient, à mon avis, devenir un patrimoine et être protégés. Alors les ruines font partie des patrimoines. Les ruines font partie des patrimoines. On a plusieurs... Excusez-moi. Donc la résidence de Mobutu. Voilà, je voulais bien chuter à cela. Il y a la résidence de Mobutu, à Gbadolité, que vous êtes en train d'énumérer tout à l'heure, qui pourrait constituer aussi un patrimoine dans le sens où il caractérise une époque, il identifie aussi une période politique de ce pays. Donc, dans le point de vue historique, on pourrait également le placer comme patrimoine, et on a plusieurs autres. En quoi l'architecture du patrimoine influence-t-elle notre environnement? L'architecture du patrimoine influence notre environnement dans le sens où cette architecture exprime et identifie une culture. C'est la première chose. Après, cette architecture donne ou remplit un besoin pour la population, pour le peuple. Alors, en quoi est-ce que cette architecture pourrait être... elle influence notre environnement dans, comme je disais, dans son écriture, déjà. On a, par exemple, du point de vue esthétique ou plastique, nous avons des symboles, comme je disais tout à l'heure, qui seraient appliqués ou posés sur ces bâtiments, qui transmettent une information aux générations à venir. Donc, lorsqu'on voit un bâtiment, cela peut laisser une trace, peut laisser une histoire, peut même raconter un fait passé. C'est ça la valeur du bâtiment patrimonial. Et sous d'autres cieux, il y a toute une spécialisation à faire. Bon, il y a des architectes qu'on forme pour être architecte du patrimoine. Alors, comment vous trouvez cette façon de faire les choses? Ce n'est pas impossible. D'ailleurs, dans le programme de réforme de l'enseignement, de l'architecture, vous allez voir que ce programme propose 3 filières pour l'architecture.
l'architecture devient un tronc commun dans lequel il y a 3 branches et nous avons pensé spécifiquement à l'architecture du patrimoine, à l'architecture du paysage. L'architecture du patrimoine est une branche qui va constituer désormais le programme d'enseignement dans notre école d'architecture. Nous avons jugé qu'il était important que dans cette réforme, il y ait des architectes qui prendraient évidemment comme sous-diplôme ou sous-titre d'architecte du patrimoine, d'architecte du paysage, et il y aurait des architectes du climat ou de l'environnement. Pour la question spécifique, nous sommes prêts et nous pensons que c'est une très bonne chose d'avoir des architectes spécialistes en patrimoine. Alors, avez-vous des conseils pour les jeunes architectes ou les passionnés d'architecture qui souhaitent s'orienter vers la conservation du patrimoine? Oui, j'ai tout à leur dire. En fait, on va remarquer que la conservation du patrimoine dans notre pays est un problème. Nous avons très peu de traces d'objets ou bien d'éléments ou même des écrits qui tracent l'histoire, qui retracent l'histoire. Le conseil que je vais donner, c'est de savoir que chaque élément que nous faisons, chaque composition que nous faisons dans notre vie reste une histoire, reste une page écrite. Et le bâtiment ou l'architecture en soi, pour ceux qui veulent faire l'architecture, nous devons savoir que chaque œuvre architecturale est une propriété qui doit être conservée. Ne suivons pas l'exemple de notre pays. Je vais être un peu dur, vous acceptez? Alors, je suis dur, pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui est considéré comme bâtiment emblématique de ce pays, qui devrait être patrimonialisé ou qui devrait porter le caractère de patrimonial, sont maltraités. Je vais citer aujourd'hui quelques exemples. Je prends la gare centrale, qui a un caractère historique, identitaire. Ce caractère a été détruit et déformé par l'utilisation des matériaux nouveaux dans des couleurs, des teintes et des formes non appropriées. En fait, mon interpellation actuelle, c'est plus sur le traitement de ce qui pourrait être comme patrimoine. Et là, j'y vais. Je cite vraiment des exemples qui sont traumatisants dans notre pays. Je prends la suite de la Poste de Kinshasa, qui est un bâtiment qui a porté une nouvelle robe, une robe dont on ne connaît même pas l'identité profonde. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le palais de la justice qui devrait garder un caractère historique, retracer une histoire de l'époque architecturale du modernisme tropical, qui aujourd'hui est en train d'être mélangé dans un style inconnu également, avec beaucoup de fantaisie. Et je chute sur ce qui peut être un bâtiment emblématique, l'équivalent un tout petit peu de l'Atomium, mais ici à Kinshasa, on a l'échangeur. L'échangeur est construit sur un style brutaliste. Donc c'est un style qui garde le béton brut pour le cas d'échangeur. Le matériau devrait être resté brut. Et c'est ça même l'objectif de ce bâtiment. Aujourd'hui, on l'a repeint de peinture, on lui a ajouté des éléments qui sont un tout petit peu dégradants. Donc vous voyez que le pays doit faire un effort pour que les bâtiments architecturaux soient préservés et décrivent le patrimoine de ce pays. Non seulement les experts ont une vision assez large sur un bâtiment et interprètent ça d'une manière intellectuelle et d'une manière architecturale. Alors nous avons d'une part aussi les profanes. Un profane, dès qu'il est sur un bâtiment, sur un site, il décrit ce qu'il est en train de voir. Alors tout ce qu'on a, bon, je vous complète, avec tout ce qu'on a eu on est en train d'ajouter comme des fantaisies, mais qui ne reflètent pas vraiment ce que nous pensons être d'un patrimoine, par exemple, congolais, etc. Oui, justement, le profane en soi est quelque part très peu informé, tellement très peu informé qu'il n'arrive pas à faire la différence entre un patrimoine, entre la modernité, entre le beau, entre le luxe, etc. On a tendance à accorder à la modernité l'aspect luxe, alors que la modernité en soi est un ressenti. La modernité est un ressenti de confort, c'est un ressenti de bien-être. Et l'architecture offre la modernité à travers ce caractère de bien-être. Premièrement, l'humain, selon ses catégories sociales, doit se retrouver dans la modernité. Tout le monde, pauvre, riche, etc. Mais on remarque que le développement, le soi-disant développement qu'on cherche aujourd'hui est sur une modernité fausse. On va construire des bâtiments très luxueux, très beaux et tout, mais en fait qui ne répondent pas aux besoins de la population. Et personne d'ailleurs n'arrive
à acheter aussi facilement les maisons qui sont proposées dans la modernité. Et même les réparations, les rénovations suivent une fausse modernité. Je pense qu'on devrait retourner plutôt à un langage culturel pour mettre tout le monde en possession de l'espace architectural. D'accord. On devrait retourner à un langage culturel. Absolument. Pour mettre chaque personne sur sa place. Absolument. Y a-t-il un message ou une réflexion que vous aimeriez laisser à nos auditeurs concernant l'importance de l'architecture du patrimoine? Oui, le Tout message... en sachant qu'il y a des profanes, il y a des experts en la matière. Essayez un peu d'être... Le message que je vais... C'est difficile d'être à la fois... Enfin, de parler à la fois à des experts et à des profanes. Mais je dirais quand même à tout le monde que nous devons valoriser notre culture, nous devons respecter les traditions, nous devons respecter les techniques traditionnelles du lieu, respecter les matériaux du lieu. Nous devons faire attention à l'économie du projet pour arriver à créer un monde meilleur. Et ce monde meilleur devrait être dans l'acceptation des projets qui sont proposés par les architectes, également devrait être dans l'acceptation des techniques qui sont mises en place, et ces techniques pourraient assurer une modernité. Je demande donc à tout le monde de faire appel aux architectes quand ils veulent construire, quand ils ont des conseils ou quand ils ont des orientations qu'ils veulent bien prendre dans le contexte de la construction. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous et nos auditeurs. Merci Karine, merci de m'avoir invité sur ce plateau. J'avoue que je suis impressionné par la qualité de l'émission. Je vous ai suivi plusieurs fois sur YouTube et même dans les réseaux sociaux. J'en profite pour sincèrement vous encourager. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Prière de vous abonner si vous avez aimé le contenu. Alors, à la prochaine avec une nouvelle série des émissions. Merci beaucoup. À plus tard.